Et Dr Philo qui arbore aujourd'hui un style qui nous rappelle un artiste du pays quand même. Un artiste de renom. Quand on parlait de musique tout à l'heure, la musique s'accompagne avec la chanson. Tout à fait. Vous voyez, il faut de la chanson, il faut de la voix sur la musique. Oui. Parce que je dis par exemple, ah, oh, soirée qui est malade, quoi, vous les c'est ça. Merci beaucoup, Dr Philo. Alors, recevoir des invités de marque le vendredi à l'émission spéciale, c'est quelque chose de normal. Mais accueillir de grosses pointures dans une émission normale, un jour ordinaire, un invité témoin, c'est rare. Et nous ne voulons pas aujourd'hui bouder notre plaisir. Trêve de commentaires, je vous invite à écouter ce portrait de l'artiste que nous allons recevoir sur ce plateau. Samedi reçoit une icône qui a marqué au fer rouge la scène musicale ivoirienne. Premier africain de l'Afrique de l'Ouest à faire l'Olympia en 1999 en France. De son vrai nom, Gali Baïs Sylvestre. Baïs Pinto s'est fait connaître à travers son single Monuo, dans lequel il a mis toute la qualité de sa voix, qui lui donne le surnom l'homme à la voix d'or. Baïs se bonifie comme du bon vin. Sa voix reste toujours intacte et limpide. Aujourd'hui, il a 45 ans de carrière. Qui est réellement Baïs Pinto? Ses gloires et ses peines dans la musique? Les éléments de réponse avec Caroline. Merci beaucoup, Ange Gobo. Et voilà, c'est avec ces mêmes applaudissements que je vais vous demander de recevoir notre invité témoin du jour, le crooner, le rossignol. Que de noms pour le qualifier? Eh bien, Baïs Pinto est cet artiste-là, intergénérationnel. Baïs Pinto, il demeure l'artiste, l'icône, celui qui demeure pendant des générations dans le cœur des Ivoiriens et des Africains. Baïs Pinto, c'est la voix, c'est la prestance, c'est le style vestimentaire. Baïs Pinto, c'est lui qui arrive maintenant. Merci de le recevoir avec des applaudissements bien fournis. Permettez-moi d'aller exceptionnellement vers lui. Exceptionnellement, je reçois donc mon invité, témoin du jour, qui n'est autre que ce monument de la musique ivoirienne. Dr Philo, j'ai besoin de vous. Voilà. Baïs Pinto est né en 1951. Donc le 31 décembre prochain, il aura 67 ans. Vraiment, j'ai entendu, c'est un daïré. Non, les Ivoiriens, pardonnez. On va créer votre dictionnaire à part, quoi. C'est dangereux ou c'est daïré? Baïs Pinto, bonjour. Bonjour. La Côte d'Ivoire représentée ici dans ce studio vous salue. Bienvenue. Je les salue. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Merci. En tout cas, pour tout ce bonheur que vous avez distillé à toutes ces populations du monde entier pendant des années, et vous continuez d'ailleurs, malgré l'âge un peu avancé. Mais c'est quoi l'âge? Ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est que le nombre 67 ans, c'est quoi pour un aussi bel homme que vous? Voilà, Baïs Pinto, qui est notre invité du jour. Je rappelle, 45 ans de carrière, 17 albums. Baïs Pinto, on est content de vous recevoir sur le plateau de ces midis, de ce jour. Alors, la question que je vous pose tout de suite, c'est de savoir comment est-ce que Baïs Pinto est arrivé à la musique. Nous savons qu'il est arrivé très tôt à la musique, à l'âge de 22 ans déjà. Ouais, moins que ça, je suis arrivé à l'âge de, je vais dire, 15 ans. Dans l'année Très jeune, très jeune. Déjà tout petit. J'ai commencé à chanter pour les jeunes de l'école. Après, je suis arrivé à chanter pour la radio nationale. J'ai pris un premier prix là-bas. Et bon, ma carrière... Je pense que la question, j'aurais dû la poser autrement. Oui. Comment est-ce que la musique est arrivée à vous? Comment la musique est arrivée à moi. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer. J'avais des frères aussi qui fredonnaient des chansons, j'écoutais. Et puis j'aimais là où il y a la musique. Dans le quartier où j'habitais, il y avait des grands frères comme Zachary Noël,
Amédée Pierre venait faire des répétitions là-bas. Donc on allait là-bas pour écouter. Et tout ça, ça m'a motivé, ainsi de suite, quoi. Ouais. Et lorsque vous chantiez, je veux dire, au niveau de la famille, qu'est-ce que les gens disaient? Ah, au niveau de la famille, on sait que chez moi, dans ma famille, il y a un monsieur qu'on appelle Bogoubag. 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 C'était qui, lui? Bogoubag, c'est un arrière-grand-père qui chantait. On dit, ah, si Spinto chante, c'est parce que Bogoubag a chanté, c'est pour ça que Baye Spinto chante. C'est ainsi que je disais dans une chanson, si je chante maintenant, c'est parce que Bogoubag a chanté. Parce que dans le pays BT, il faut que tu dises quelque chose de ta propre famille. S'il y a quelqu'un qui chante dans ta propre famille, il faut le dire. Alors moi, je lui ai dit, Bogoubag m'a oublié, un zamblier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Bogoubag a chanté, c'est pour ça que je chante. Ok. On dira merci à Bogoubag, alors il a très bien fait. Alors c'est vrai, comme vous le décrivez, c'est familial, c'est héréditaire, donc vous avez hérité, on va dire, de vos arrière-parents, le don de la musique, le don de la chanson. Mais à quel moment vous vous dites, il est temps que je prenne cela au sérieux? Mais ça, c'est dans les années 70, avec les amis, on s'est organisé, on a commencé à faire des groupes comme les Fétiches, a dit tout à l'heure, le groupe du quartier, on s'est organisé, on a formé un groupe qu'on appelle les Fétiches. Ça a commencé par les One Plus d'abord, c'est ça? Les One Plus, c'était encore plus bas, encore plus bas. Là, on jouait sur des micros bouillés. Si tu connais les micros bouillés, c'est les micros que les gens prennent pour faire allô dans les... Ça n'a pas de... Il n'y a pas de réglage dessus. Dès que tu touches à si fiou. Donc tu chantes, tu crié de partout. Et le micro bouillé. Et c'est ça, avec ça. Et l'ampli était un ampli bouilleur aussi, hein, avec un baff traditionnel là. Et on jouait comme ça. Et après, les fétiches, il y a eu le New System Pop qui s'est créé. Et ils sont venus me prendre pour le New System Pop. Là, c'était du sérieux avec du gros matériel, des gros trucs. Et on a commencé à jouer avec des amis. Père son âme, Gézan Santa, que je pleure aujourd'hui, était là. Et d'autres amis, on a fait ce qu'il fallait. Les parents n'étaient pas tellement contents. Mais bon, on s'est retiré des parents. On allait prendre une maison à Makori résidentielle. Pourquoi les parents n'étaient pas contents puisque vous aviez le talent pour? Non, mais on ne peut pas laisser les études comme ça et puis se lancer dans la musique et puis être carrément dedans complètement. Ah, vous avez décidé d'abandonner totalement les études? Totalement, et on s'est branché sur la musique. Et bon, Dieu merci, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. La famille est contente, tout le monde est content, donc ça fait que ça nous a fait du bien. C'est cela. Mais au départ, ce n'était pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Et le premier album, dans quelles conditions il Le premier album, il arrive, Taxi Sougnon. Je suis à Paris, je suis chez ma grande sœur, je squattais chez ma grande sœur. J'avais mon piano, 3 h du matin, il y a un morceau qui vient dans ma tête, Taxi Sougnon, Taxi Sougnon. Je dis, c'est quoi ça? Je prends ça, je commence à travailler au piano, ma grande sœur se réveille. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, Tanti, c'est Taxi Sougnon. Elle dit quoi? Taxi quoi? T'as dit Taxi Sougnon. Elle dit, mais on va dormir. Mais l'histoire part de quoi au juste? Taxi Sougnon, c'est une chanson d'amour. Ok. Taxi Sougnon. Parce qu'on fredonne la chanson sans savoir ce que ça signifie. Taxi Sougnon, taxi, prends-moi, amène-moi chez ma déchaînée, chez ma chérie. Si j'arrive chez elle, mon cœur va s'apaiser. C'est romantique. C'est beau. C'est l'une des meilleures chansons d'amour que moi j'ai pu composer. Et vraiment, c'est... Il parlait de sa grande sœur. Mais moi, je voulais revenir Allez-y. En arrière pour voir un peu dans quelles conditions il a été formé à la musique. Quand vous étiez... c'est à 17 ans déjà, je crois, que vous avez intégré les différents groupes One Plus, les Fétiches, et puis... c'est comment vous appelez ça? New System. Mais que faisiez-vous exactement dans ces différents groupes-là? Mais j'étais le chanteur. D'abord, moi, j'interprétais des chansons américaines. Des chansons de Otis Redding, de Wilson Pickett, de James Brown, de Otis Conley, des grands chanteurs américains. C'est moi qui interprétais leurs chansons. On n'était pas 2, 3 chanteurs, on était peut-être 2, avec Paul Nemlin, qui était à la télévision ici,
et moi, en tant qu'Ivoirien, qui interprétons des chansons dans ce style-là. Il y avait aussi, évidemment, il y avait des sans jeunes... forcément comprendre l'anglais. Hein. Oui, à l'époque. À l'époque. Après, on s'est forgé parce qu'on s'est retrouvés aux États-Unis pour chanter devant 300, 500 Américains par jour. Alors, il faut savoir ce que tu dis. Il faut savoir ce que tu dis, parce que le va te demander un truc, tu vas dire, ah, je ne connais pas, et puis, ben, toi, tu n'es pas américain. Ok, bref, on a surfé comme ça sur la chose. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là où on est arrivé. Parce qu'on a travaillé avec des anglophones aussi, qui nous apprenaient, des anglophones qui ont travaillé avec nous, qui nous apprenaient comment il fallait parler, comment il fallait chanter et tout. Et moi, j'ai eu cette chance-là de chanter dans un groupe de 15 musiciens. Et tout le groupe, c'est-à-dire la majorité des musiciens étaient des Anglais. Donc, avec ça, ça m'a formé. Et puis bon, j'ai continué comme ça à travailler. Et quand on a fait la grande tournée européenne qui nous a menés jusqu'aux États-Unis et tout ça, on est passé par la Suisse, par le Maroc, par la Tunisie, par tous ces pays-là. On est passé par tous ces pays et on s'est retrouvés aux États-Unis. Et c'est après cette grande tournée qu'on a réfléchi, on a dit, mais au pays, comment ça se passe au pays? On dit, ah, au pays, il y a un groupe qu'on appelle Bozambo, il y a un autre groupe qu'on appelle, il y a un autre qui a fait du Zigilbiti, on a des nouvelles du pays. Alors on s'est dit, ah, il faut faire quelque chose pour le pays. C'est comme ça, on est arrivé à Paris, chacun est rentré en studio, les artistes. Tous les artistes sont rentrés en studio, ils ont fait quelque chose, c'est venu. Et moi, je n'avais pas de producteur. Je me promenais partout, j'ai mes bandes sous le bras. Je lui demande, monsieur, je suis chanteur, voici. Il dit, oh, toi, quel chanteur tu chantes, toi? Qui est devant moi? Ah, là, tu chantes quoi, là? Qui est devant moi, il dit. Il dit, mais monsieur, laisse-moi parler au moins. Il dit, qui est devant moi? Il dit, bon, monsieur, merci. Merci, je suis parti. J'amène ce tel, il refuse. J'ai dit, mais, ah, le chanteur de l'orchestre, c'est à lui on refuse comme ça. C'est bizarre, mais presque tous les grands chanteurs sont passés par ça, par ce genre d'humiliation. Les chanteurs de l'orchestre, c'est lui qui chante. Eh bien, dis donc, je me suis calmé un peu. Il dit, bon, écoute, vieux père, tu ne prends pas trop la tête, calme-toi un peu. Calme-toi. Calme-toi. Je me suis calmé. Le moment arrive. Je me suis calmé. Et mon producteur qui m'a révélé, c'était celui qui avait fait les fétiches ici, qui avait fait des études en France, qui est aujourd'hui ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Ok. Parce que lui aussi, il a bossé, il est passé par des circuits, il est devenu ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Au jour d'aujourd'hui, il doit venir même à mon spectacle du vendredi prochain, il doit être là. C'est ce monsieur-là qui m'a vu à Paris, il me dit, mais Spento, mais tu chantes encore là? J'ai dit, c'est ma vie. Je suis fatigué, oui, je suis fatigué, mais je chante. Malgré la fatigue. Je suis fatigué, mais je chante. C'est vrai, en 45 ans, vous avez vécu beaucoup de choses, j'ai envie de dire. Mais en même temps, ça a été quoi les temps les plus marquants, les temps forts de votre carrière, les moments que vous n'allez jamais oublier? Mais les temps forts de ma carrière, si c'est au niveau musical, bon, j'ai fait d'abord les récents là. J'ai fait le Zénith avec Africando. Ok. Dans l'Allié Nimo. Un titre. Les gens ont pris le titre là, ils se sont amusés avec ça. Ils ont mis ça au 12e morceau pour ne pas que les gens écoutent. Le titre est passé numéro 1. J'ai eu le Grammy Award à Londres avec le Nalé Nimo, avec Bokana Maïga et tout ça. Bravo. Eux, ils ont... Parce que quand ils sont venus me voir, on a travaillé. Et mon titre est le 2e titre sur un album où il y avait tous les chanteurs. Il y avait Lokwa Kanza, il y avait Olmide, il y avait... Qui encore là? Salif Keita. Il y avait tous les grands chanteurs africains. Et moi, mon titre est le dernier titre que les gens doivent écouter. Mais les gens n'ont pas le temps d'écouter les derniers titres. Ils n'ont pas le temps d'écouter les derniers titres. Quand ils mettent un CD, ils écoutent ça, après ils arrêtent. Mais mon dernier titre là est devenu le premier titre.
c'est passé comme ça. Oui, Il y allez-y. a quelque chose que M. Baïs Pinto ne nous dit pas. Vous étiez à Paris, vous avez fréquenté un centre de formation, il me semble. Bien sûr. En 1900... en quelle année, là, vous avez fait ça? Vous êtes de 1976 à 1978, vous étiez à l'école de Paul Bécher de Paris. Oui. Et vous y avez reçu une formation. Oui, j'ai appris. Vous pouvez un peu nous en parler et surtout nous dire l'impact que ça a eu sur votre brillante carrière. Mais c'est justement ça qui me permet de m'exprimer devant n'importe quel musicien, de ne pas avoir honte des musiciens. Parce qu'un musicien, si tu ne connais pas, ce que tu joues, tu as la honte. Donc mes propres économies, là, c'est que je suis venu du club avec. Je suis allé payer 2 ans de cours pour faire le piano, option piano. Donc j'ai appris le piano et tout. Et ça m'a permis de composer les chansons. C'est à partir de là que j'ai eu confiance en moi en disant, ah, si tu sais jouer au piano, tu te débrouilles au piano, tu peux te composer des chansons. Et c'est comme ça que c'est parti. Comme donc, quoi, dans tous les domaines, la formation est importante. Ah ouais, je veux qu'on revienne... Justement, je demande aux enfants de maintenant de s'y intéresser à la formation. Ne pas se jeter dans la musique comme ça, parce que si tu jettes dans la musique comme ça, on te demande un accord mineur. Toi, tu te dis, mais accord mineur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je voudrais qu'on revienne très rapidement sur vos moments de gloire. Parce qu'à l'époque, c'était un peu facile quand même pour les artistes de rencontrer le président de la République. Vous avez eu la chance de rencontrer Félix Houphouët-Boigny. Comment ça s'est passé? Moi, ma chance, là, c'est une chance. C'est la grâce de Dieu. Hein. C'est bien dit. Ouais. La grâce. Comment ça s'est passé? C'est la grâce de Dieu. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, parce que malgré tout ce que je faisais, le président ne me recevait jamais. Tout ce que je faisais, on me voyait à la télé, tout ça, Baïs Pinto. Il y avait toujours des coupeurs de route, des coupeurs de sabots, des coupeurs de matchs. Il y avait tout ça. On ne me recevait jamais. On ne me recevait jamais. Et c'est quand je suis passé à l'Olympia de Paris, le président a dit, il paraît qu'il y a un Ivoirien qui passe à l'Olympia de Paris, c'est Baïs Pinto. OK, il a pris une partie de la salle, il dit, bon, allez hop, lui paye tout ça. Wow. Je suis allé chanter, j'ai fait mon concert. Après, il m'a reçu chez lui, à Mar-la-Coquette. Mais le président Houphouët, il m'a reçu 7 jours. Pendant 7 jours, c'est-à-dire je m'allais le matin. Non. Je m'allais le matin, on dit, le président dit de revenir. Je m'allais à la maison, je reviens. 6e jour, je dis, je ne vais plus. Ah, pendant ces 7 jours, vous ne le rencontrez pas? Je ne le rencontrais pas. Le 6e jour, le 7e jour, il veut me rencontrer là. C'est là que moi, j'ai dit, je ne vais pas. Alors, le blanc qui avait moi, il dit, hé, Spinto, vraiment, c'est le 7e jour. Il faut venir. ça me fait penser à la création du monde, quoi. C'est le 7e jour. 7e jour, il faut penser un peu. Mais je me suis tapé le café pour amondir la nuit. Parce que quand je viens le lendemain, le président doit me recevoir. Franchement, je suis pressé qu'il me reçoive, mais 7e jour, je suis fatigué. Le 7e jour? Je suis fatigué. Vous méritez de vous reposer. J'ai dit, parce que je travaille avec un blanc. Et il me dit, mais Spinto, mais écoute, il faut que tu viennes, il faut qu'on aille voir le président. Hein. Faut que... J'ai dit, mais c'est pas ton président, c'est mon président. Mais toi, tu crois qu'il va te donner l'argent? C'est l'argent, hein? C'est à cause de l'argent que tu es là. Vous pouvez nous recevoir de l'argent. C'est à cause de l'argent que tu es là. C'est ça, hein? Il dit non. J'ai dit, mais c'est pas Mitterrand. C'est Houphouët-Boigny. Oui. Il va parler avec lui comme ça, quoi. Alors, et finalement? Finalement, le 7e jour, on arrive. On entend des bruits de moto dans la cour. Alors j'ai dit, mais avant que je ne parle, la porte s'ouvre, on dit, Baïs Pinto est son producteur. Waouh! On entre. La démarche change, tout ça. Et puis, on arrive, on voit son Excellence Ounien qui est assis dans les escaliers. Il dit, Spinto, tu as vu, non? Parce que quand tu es à Abidjan, on dit, on est dans le bureau du CSU. Tu as vu où je suis assis, là? Il dit, mais c'est ton job, moi. C'est ton boulot. Alors, il est là. Quand le président ouvre la porte, on doit le voir. Et je marche pour aller vers le président. Mais je n'arrive pas. J'arrive pas. Alors... Je marche pour aller vers le président, mon président que je veux voir là. Je n'arrive pas. Baïs Pinto, là, on ne sait pas si vous êtes au milieu ou si vous êtes proche du président. Mais nous, on va s'arrêter là pour l'instant. Oui, on va s'arrêter pour l'instant. Le suspense existe aussi dans cette émission.
Je ne sais pas pour vous, mais ici, nous vivons des moments fort intéressants avec ce chanteur à voix, Baïs Pinto, qui nous raconte un tout petit peu ses 45 ans de carrière. Baïs Pinto, on en était au moment de gloire. Merci, public, vous pouvez vous rasseoir. Voilà, oui, la rencontre avec Félix Houphouët-Boigny. Je marche, je n'arrive pas. Et finalement... je marche. Finalement, j'arrive devant le président, accolade. Et il me dit de m'asseoir, je m'assois, et puis on... Étiez-vous serein ou vous trembliez de tout votre corps? Je n'étais pas serein parce que c'est la première fois que je vois le président. Quand je vois un président comme ça, de qui on parle comme ça, là, mais je n'avais pas les pieds sur moi. J'ai dit, mais c'est pour ça qu'il dit, je marchais, je n'arrivais pas. Alors, il m'a bien reçu, on a bien parlé. Il m'a dit, est-ce que tu as chanté à Bobo? J'ai dit oui. Tu as chanté à Tegoubé? J'ai dit oui. Tu as chanté à Koumassi? J'ai dit oui, papa, je vais chanter partout. Mais pourquoi il vous a posé cette question? Parce qu'il s'est dit, j'ai fait une fête l'Olympia, je ne vais pas aller chanter dans les endroits comme ça. Il ne m'imagine pas chanter, alors qu'on fait ça tous les jours. Tous les jours, nous, on fait ça. Donc voilà la rencontre avec Houphouët-Boigny. Et en dehors de ça, je veux dire, il y a eu d'autres moments de gloire. Oui, c'est le passage à l'Olympia de Paris. D'accord. Il y a eu de belles rencontres. De belles rencontres avec des artistes de haut niveau qui m'ont accompagné. Il y a eu des tubes qui sont sortis là-bas comme Anjo et autre chose. Il y a eu des rencontres avec Bokana sur la musique de Nalé Nimo tout à l'heure, j'en ai parlé. On a fait le Zénith. Et... Vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait de grandes salles. Alors, il ne faut pas que l'invité oublie aussi la fameuse distinction qu'il a été... Grammy Award. Oui. Il en a parlé. Il a été bien récompensé parce que notre invité a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national culturel. Tout à fait. Mais quand vous avez reçu cette distinction, qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie? Ben, j'ai aimé que je sois décoré, mais ça dure. Ça dure. Après ça, il faut une autre petite décoration encore. On espère toujours, mais ça dure. Bon, là, mais ça va venir. Les moments de gloire, il y en a eu beaucoup. On ne pourra pas tous les égrener, mais on va dire la vie d'une star n'est jamais linéaire. Donc il y a eu forcément des moments de peine, il y a eu de grandes douleurs, il y a eu des regrets. Il y a eu des grandes douleurs, surtout les parents que je perdais. Ma mère a fait 10 gosses, il y a 7 qui sont partis comme ça. Alors c'est beaucoup d'enfants qui partent. 7 enfants sur 10, on est resté 3. La maman a trop souffert. Et c'est pour elle que je suis resté en Côte d'Ivoire. Parce que je ne voulais pas qu'elle m'enterre, je voulais l'enterrer elle. C'est ce qui s'est passé, mais ça s'est passé dans des conditions très difficiles. Ça s'est passé le 11 avril, pendant qu'il y avait la crise en Côte d'Ivoire ici, à Trècheville. Il y avait même, pour l'amener à Ivosep, c'était tout un problème. Et là, Ivosep était formidable. Ils ont mis le corps dans ce qu'on peut mettre, et puis on l'amène à Ivosep. Puis on s'arrange à Ivosep pour voir. Et les gens là-bas, ils ne savaient pas que c'était ma mère, et ils hésitaient. Puis Dieu a fait grâce à la maman, il y a un corps qui sortait, qu'on allait enterrer. Et puis le monsieur dit, ben, mettez la vieille là-bas. Puis l'autre dit, mais tu sais, la vieille, tu dis de mettre la vieille. C'est qui? C'est la maman de Baïs Pinto. Il dit, ouais, ma ouah. C'est la maman de Baïs Pinto qu'on amène là-bas comme ça. Il dit, oui. Mon frère n'avait pas aussi... C'était difficile. C'était difficile. On l'a mis, quand on est rentré dans le casier, moi j'étais dans ma cachette, on me dit, ah, la vieille a trouvé une place dans un casier. Mon esprit est descendu, mon souffle est descendu. Je dis, Dieu merci, qu'elle reste là. Le temps que la crise va finir, on va l'enterrer dignement. C'est ce qui s'est passé. Beaucoup de moments de douleur très rapidement précis. Je veux demander à Papa Baïs Pinto. Alors généralement, les artistes ont tendance à dire, la musique c'est toute ma vie et tout, certes. Mais qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'étiez pas chanteur? Ça va être footballeur, c'est-à-dire le ballon. Footballeur. Ah oui, vous jouez bien. Il le dit avec beaucoup d'assurance. Footballeur. Il aurait été footballeur. Baïs Pinto, on a terminé l'émission. Dites quelque chose à vos fans. J'appelle tous mes fans qui viennent au Palais de la Culture. Le vendredi, hein. C'est pas demain, c'est le vendredi 21. C'est le vendredi 21. Tous ceux qui veulent écouter du Baïs Pinto. Du vrai Baïs Pinto pur. Et surtout de la bonne musique. De la bonne musique, comme vous le dites. Viennent au Palais de la Culture à 21 h. On les attend.
Merci beaucoup. Ils ne seront pas dessus. Ça, c'est clair. Merci Merci. infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation.